Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast, le dernier de cette année 2024, avec l'équipe de gestion Myriad toujours au complet. Alors que le mois dernier, nous analysions les prémices de la victoire de Donald Trump sur les marchés financiers, on ne peut pas dire que la chute du gouvernement français en ce début du mois de décembre ait eu autant d'impact sur les marchés. J'aurai l'occasion d'interroger Nicolas Budin, responsable de la gestion action chez Myriad, sur les conséquences de la non-adoption du budget de la sécurité sociale et du départ de Michel Barnier de l'hôtel Matignon. Mais commençons ce podcast en accueillant Denis Canfou, gérant de portefeuille diversifié chez Myriad. Bonjour Denis. Bonjour Angelina. La fin de l'année 2024 approche. Peux-tu nous détailler la vision de l'environnement macroéconomique de Myriad à l'aube de 2025 ? Bien sûr, 2024 a été une année de transition pour de nombreuses banques centrales mondiales. Après une période de taux d'intérêt élevés en raison de l'inflation post-pandémique, les banques centrales ont commencé à revoir leur politique monétaire pour soutenir la croissance économique. Avec une inflation qui semble sous contrôle, à l'exception de la BOJ, Bank of Japan, les principales banques centrales réduisent le niveau de leur taux directeur. Les tensions géopolitiques également ont continué à jouer un rôle clé en 2024, notamment en Europe de l'Est et dans la région du Moyen-Orient. Les marchés boursiers ont connu une année pleine de rebondissements avec des performances disparates selon les secteurs. Globalement, les marchés actions, obligataires et monétaires ont affiché des performances positives. C'est une très bonne année boursière. Identifies-tu certains risques majeurs ? 2024 a été une année marquée par une dynamique complexe. Des ajustements de politique monétaire, un retour à une croissance économique plus modérée et un marché boursier très influencé par les secteurs technologiques. Les tensions géopolitiques ont continué à peser, mais la résilience des économies avancées dans des secteurs d'innovation a permis au marché de maintenir une stabilité relative. Donc dans les risques, on a le ralentissement plus prononcé de l'économie, alors que les attentes en termes de bénéfices et de valorisation sont élevées. Géopolitique aussi, qui pourrait encore entraîner un retour de l'inflation, le protectionnisme et une baisse des échanges internationaux. N'oublions pas la Syrie et le départ forcé de Bachar al-Assad du pouvoir, qui crée encore un peu plus d'incertitude dans la zone. Et parmi ces risques, tu mentionnes le ralentissement potentiel de l'économie, avec notamment les menaces de guerre commerciale. Ces craintes ont-elles un impact sur le positionnement des portefeuilles de Myriad ? La croissance sera plus faible en 2025, mais les investisseurs se focaliseront sur les bénéfices par action plutôt que sur le PIB du pays. Il y aura donc des choses à faire, mais le mot d'ordre sera peut-être diversification. On est en droit de se demander si les actions sont trop chères. Aux États-Unis, clairement, avec la progression de 2024, les actions américaines sont à des niveaux élevés de valorisation et les progrès technologiques doivent encore démontrer leur rapport en productivité. On trouve sur ce marché un degré important de dispersion de valorisation. En Europe, dans un contexte de croissance atone, avec des problèmes politiques dans les deux principaux pays, France et Allemagne, et une guerre à ses portes, la BCE devrait poursuivre son assouplissement monétaire pour relancer l'économie. Les valorisations sont très attractives et nous espérons un sursaut. Quant à la Chine, va-t-elle poursuivre son rebond malgré la menace de guerre commerciale avec les États-Unis ? La relance budgétaire y est clé pour la reprise. Les actions sont bon marché avec de nombreuses entreprises de bonne qualité. Au Japon, les fondamentaux des entreprises sont solides et les principes de gouvernance s'améliorent. Les valorisations sont toujours très attractives. Les pays émergents, comme l'Inde et l'Indonésie, continuent d'offrir des opportunités de croissance structurelle, mais les niveaux de valorisation y sont élevés. De plus, les effets d'une politique commerciale peuvent avoir des impacts significatifs, mais avec des poches d'opportunités. Certains pays, à l'image du Brésil ou du Mexique, présentent des cours raisonnables avec des risques plus élevés. Merci beaucoup Denis pour ces analyses toujours aussi précises. Merci Angelina. J'accueille maintenant Pierre Bismuth, directeur général de Myriad et gérant des fonds UFF Capital Planète et UFF Allocation Dynamique. Bonjour Pierre. Bonjour Angelina. Tu nous as présenté le mois dernier les stratégies que tu as développées sur tes deux fonds de fonds au cours de l'année 2024. J'invite d'ailleurs nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage à écouter le précédent podcast, disponible sur les différentes plateformes de streaming. Donc Pierre, Denis nous a expliqué que le positionnement de Myriad était passé neutre sur les actions américaines. Est-ce dû au Magnificent Seven ou sont-elles surévaluées par le marché ? En effet, afin de passer au mieux cette fin d'année 2024 et nous projeter dans l'année 2025, il nous a paru rationnel d'encaisser la surperformance engendrée par le parcours particulièrement impressionnant des marchés américains et de privilégier une surpondération des marchés européens. À l'instar du marché des actions françaises, certains ont réellement déçu pour des questions soit politiques, soit de positionnement de l'économie, et nous pensons désormais que le risque relatif est plutôt en faveur de l'investissement. Concernant les marchés américains, l'année 2024 paraît réellement historique. Non seulement le secteur de la technologie au niveau mondial surperforme le MSCI World, l'indice représentatif des actions mondiales, mais le secteur de la technologie américain surperforme les actions mondiales de près de 4%.
Et les 7 magnifiques, c'est-à-dire les GAFAM ou les GAMAM, puisque Facebook s'appelle désormais Meta Platforms, plus Tesla et Nvidia, surperforment, elles, le secteur de la technologie US de près de 30% depuis le début de l'année. Et il est vrai que ces actions paraissent extrêmement chères pour certaines. Mais je pense que ce qui est en jeu ici, c'est le concept qu'on appelle TINA. Et oui, la finance adore les acronymes. TINA pour There is no alternatives. Donc pas d'alternative possible, ce qui est pour le moment le cas pour les 7 magnifiques, dont les marchés fonctionnent en oligopole, voire en monopole. Même pour Apple, qui a un quasi-monopole sur l'équipement des entreprises, tant son écosystème est sécurisé. Et avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, cette réalité ne devrait pas changer dans les 4 prochaines années. Et concernant le marché obligataire, comptes-tu maintenir ta stratégie de privilégier les obligations à haut rendement en 2025 ? Quand on regarde les forces en présence sur le marché obligataire, on constate que l'économie mondiale va sans doute être tirée une nouvelle fois par la locomotive américaine, notamment sous l'effet des premières mesures de la nouvelle administration. Donc, concernant les marchés américains, s'il y a un doute sur le niveau d'équilibre du taux à 10 ans, nous pouvons raisonnablement penser que 2025 ne sera pas une année où les opérateurs redouteront une récession fantôme. Ainsi, la prime pour les actifs les plus risqués, même si le surcroît de rémunération est désormais faible historiquement, semble néanmoins bien évalué. En Europe, la mollesse de la croissance ne fait pas non plus de doute et tout laisse penser que la Banque Centrale Européenne va devoir délivrer un programme de baisse des taux assez rapide pour pouvoir soutenir une économie qui subit un vent de face dans certains pays poids lourds comme l'Allemagne par exemple. Cette prévisibilité est un véritable atout pour privilégier les actifs privés les plus risqués, car le marché devrait ne pas avoir de mal à trier le bon grain, c'est-à-dire celle des entreprises sans problème de refinancement, de livret, à savoir les entreprises les plus en difficulté et qui pourraient ne pas survivre. Enfin, nous conserverons dans nos fonds diversifiés nos positions sur la dette émergente en devises dures, là encore pour des raisons de visibilité accrue sur l'économie mondiale. Merci Pierre pour ces éclaircissements. Merci Angelina. Passons à la gestion action et au marché français et européen. J'accueille Nicolas Budin, responsable de la gestion action chez Myria. Bonjour Nicolas. Bonjour Angelina. On entend souvent dire que les tendances de marché sont haussières en fin d'année. Ce rallye de fin d'année se reproduira-t-il cette année ? Alors d'abord, il faut voir de où nous partons. Les performances des marchés actions sont très hétéroclites. On va avoir des marchés américains qui progressent globalement de 30%, que ce soit le Dow Jones ou le marché du Nasdaq. Et même en Europe, on a de grosses différences. C'est-à-dire qu'on a des marchés allemands ou espagnols qui sont autour de plus 20% depuis le début de l'année, quand le marché français, lui, est autour de 0. Donc vraiment des très grandes différences. Mais pour répondre à la question, sans y répondre, parce que évidemment, je ne sais pas s'il y aura un rallye de fin d'année, mais pour tenter d'y répondre ou donner quelques éléments, ce que l'on peut voir et ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est qu'il y a une baisse importante de l'incertitude dans cette fin d'année. On a eu les élections américaines qui ont donné un résultat et qui nous permettent maintenant de savoir à peu près comment se projeter pour la suite. Et puis même en France, finalement, il est probable que dans les jours à venir, un gouvernement sera nommé et que l'incertitude sera donc relativement levée, on peut l'espérer. Donc rallye, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y ait une chute, avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, qu'il y ait une chute du marché. Donc probablement une hausse du marché quand même en fin d'année. Et quelles sont les conséquences de la chute du gouvernement français intervenue début décembre ? Cette nouvelle était-elle déjà intégrée dans les cours de marché français et européens ? C'est une bonne question. On vient de le voir, le marché français a vraiment sous-performé le marché européen ou les autres marchés européens depuis le début de l'année. Donc, on peut considérer que c'est intégré, que l'instabilité politique en France est intégrée. Simplement, cette instabilité ne date pas du 4 décembre, lorsqu'il y a eu la motion de censure à l'encontre du gouvernement de Barnier. Elle est bien antérieure, elle date du mois de juin, lorsqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée. Et on voit que le marché français a progressé jusqu'au mois de juin de l'ordre de 9%, ou 8% plutôt, et qu'ensuite il a rebaissé de 7% après la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment ça l'élément qui a provoqué une rupture dans la progression du marché français, et puis surtout un écartement des performances du marché français par rapport au marché européen. Et en fait, depuis le 4 décembre, on a plutôt une résilience du CAC 40, puisqu'il est même légèrement en hausse depuis cette date-là. Donc, à partir de là, ce que l'on peut considérer, c'est que oui, les nouvelles sont intégrées, les mauvaises nouvelles sont intégrées, que dans cette situation, on a eu des exemples en Europe de situations politiques instables qui ont impacté les marchés. Un exemple assez courant, assez intuitif, c'est celui de l'Italie.
Et on a vu qu'après ces phases de baisse, c'est plutôt une opportunité que les marchés se reprennent, précisément parce qu'il y a une levée de l'incertitude. Si on regarde ensuite la situation française, en fait, la baisse du marché est quand même exagérée, parce que même s'il y a en effet une instabilité politique, qu'il y a des conséquences, elles n'ont pas des conséquences aussi importantes pour les entreprises, et en particulier les entreprises du CAC 40, qui vont être beaucoup plus exposées au monde et aux grandes tendances économiques mondiales. Donc aujourd'hui, on peut considérer que c'est vraiment une opportunité pour investir sur les actions françaises, et que l'année 2025 devrait permettre un rattrapage à un moment ou à un autre, au moins par rapport au marché européen. Très bien, et comment se sont comportés tes fonds UFF Action France et UFF Privilèges ce mois-ci? Sur le mois, le fonds UFF Action France se comporte en ligne avec son indice de référence, donc pas vraiment d'impact significatif de la situation, en particulier en France. Le fonds garde toujours un très bon classement, il est toujours 5 étoiles quant à l'IS, il a même été sélectionné parmi les 5 finalistes au titre de meilleure gestion d'actions françaises chez Citywire, donc le fonds se comporte sur l'année très bien. Ensuite, concernant le fonds UFF Privilèges, lui a été un petit peu impacté par sa surexposition à la France, avec donc une légère sous-performance, mais on maintient cette surexposition à la France, car on considère, comme on vient d'en parler, que c'est plutôt une opportunité pour l'année à venir. Merci beaucoup Nicolas. Merci Angelina. J'accueille désormais Eman Cherfa, analyste action et gérant du fonds UFF Épargne France USA. Bonjour Eman. Bonjour Angelina. Chez Myriad, tu es spécialisé sur plusieurs secteurs, notamment celui de l'automobile. Nous avons appris dimanche 1er décembre au soir que Carlos Tavares, PDG du 4e groupe automobile mondial Stellantis, quittait ses fonctions. Comment a réagi l'action Stellantis à cette annonce ? Il est vrai que dimanche dernier, on apprenait le départ avec effet immédiat de Carlos Tavares pour, je cite, divergence de vue avec le board. La réaction du marché le lendemain de cette annonce a été sans équivoque, c'est-à-dire que le titre a chuté de plus de 6% sur les journées. Pour rappel, Stellantis, c'est 14 marques, dont Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep. C'est aussi 189 milliards de chiffre d'affaires en 2023, 6,4 millions de véhicules vendus et plus de 270 000 employés. En ce qui concerne Carlos Tavares, il a passé 11 années à la tête de PSA puis Stellantis, et il aimait répéter la phrase suivante « Seule la performance protège ». Cela peut notamment expliquer la soudaineté de son départ, qui était jusqu'ici annoncé pour le début d'année 2026. Pourrais-tu nous rappeler brièvement le récent parcours opérationnel de Stellantis ? Oui, bien sûr. Alors pour résumer, Stellantis, ce sont 2 années exceptionnelles en termes de résultats opérationnels. D'ailleurs, en 2023, le groupe a signé la meilleure performance sur le CAC 40 et sur le SBF 120 à plus 59%. En 2024, la situation financière de Stellantis s'est beaucoup dégradée. Les hausses de prix appliquées par le groupe ont considérablement ralenti une demande déjà en berne, ce qui a fait que les parts de marché se sont mises à beaucoup baisser et les stocks se sont accumulés. Et comment perçois-tu le départ de Carlos Tavares ? C'est plutôt une bonne chose pour Stellantis. Carlos Tavares, en fait, centralisait toutes les décisions. Il n'y avait pas forcément de contre-pouvoir opérationnel. En revanche, l'élément plutôt négatif, c'est qu'avec cette démission soudaine ou éviction, Stellantis prend le risque d'ouvrir une période d'incertitude au moment où le secteur connaît déjà un environnement perturbé. Un mois après l'élection de Donald Trump, les craintes d'augmentation des tarifs douaniers inquiètent-elles toujours aussi fortement les constructeurs automobiles européens ? Alors on a dans un premier temps un effet d'annonce en effet qui a pesé sur les cours boursiers des constructeurs. Désormais, il faudrait voir dans quelle mesure Donald Trump concrétisera ou non ses prises de parole. Donc si l'on se réfère à son premier mandat, il y a eu un fossé important entre les mesures annoncées et celles mises en œuvre. En bref, on n'y croit pas beaucoup, mais le bruit peut être pénalisant. Pour conclure, ton fonds UFF Épargne France USA est exposé sur 2 zones soumises à des tensions importantes pour diverses raisons. Comment anticipes-tu le début de l'année 2025 ? Alors le début d'année 2025 sera très politique. On a 3 éléments. Premièrement, la prise de fonction du président Donald Trump. Deuxièmement, la campagne électorale en Allemagne. Et puis troisièmement, potentiellement un approfondissement de la crise politique et budgétaire en France. Et dans ce contexte, quel positionnement envisages-tu pour le début de l'année 2025 ? Dans ce contexte, nous adoptons une vision assez équilibrée entre les 2 zones. Très bien, merci beaucoup Eman. Merci Angelina. Pour terminer, j'accueille Charles de Riedmaten, gérant du fonds UFF Dynastie Familiale. Bonjour Charles. Bonjour Angelina. Lors du précédent podcast, tu as pu nous présenter ton fonds UFF Dynastie Familiale. Ton fonds affiche une certaine sous-performance sur les 3 derniers mois. Pourrais-tu revenir en détail sur les raisons qui ont amené à cette sous-performance ?
Alors oui, tout à fait. Et effectivement, sur les 3 derniers mois, le fonds a effacé l'intégralité de la surperformance qu'il avait constituée depuis le début de l'année. Donc plusieurs éléments viennent expliquer cette contre-performance. Donc on a d'abord cherché une explication du côté de la taille des capitalisations boursières. Et puis on n'a pas trouvé d'éléments de réponse puisque le fonds est exposé à plus de 50% sur des sociétés de petite et moyenne capitalisation boursière, donc inférieure à 10 milliards. Or, cette catégorie a surperformé sur la période de fin août à fin novembre. On a ensuite cherché une explication du côté des styles et on a trouvé plus d'éléments de réponse. Donc c'est vrai que sur cette même période, le style value ou les actions des côtés ont surperformé de 7% le style croissance. Or, j'ai déjà eu l'occasion de le mentionner et de l'expliquer, on est plutôt axé sur des sociétés typées qualité-croissance, donc ce qui explique en partie cette sous-performance. Alors, ensuite, les raisons de cette sous-performance du style croissance, on pourrait aller les chercher du côté de l'élection présidentielle américaine, puisque au cours de mi-septembre à mi-novembre, les taux d'intérêt américains se sont très fortement tendus. Le 10 ans américain a pris quasiment plus de 100 points de base et le programme de Trump était jugé inflationniste, donc ça explique une partie de ce mouvement. Et la deuxième raison, c'est Donald Trump et puis ses acolytes, ses conseillers, ses ministres, en particulier Elon Musk, le nouveau ministre de l'efficacité gouvernementale, sont réputés pour venir perturber les grands ordres établis, pour venir disrupter. Et donc, on a vu certaines classes d'actifs flamber, comme le Bitcoin qui a pris plus de 65% sur la période. Donc voilà, c'était une période très orientée sur les actions décotées. À ce stade, ça n'a invalidé aucun cas d'investissement du portefeuille UFF Dynastie Familiale. On continue de construire notre portefeuille sur des sociétés qualité et croissance. Et puis on attend plus d'éléments tangibles et palpables sur l'impact du programme de Donald Trump. Pourrais-tu nous présenter une valeur en particulier, peut-être une nouvelle position du fonds UFF Dynastie Familiale ? Oui, alors au cours du mois de novembre, on a intégré une nouvelle société au sein du fonds. Donc c'est Schindler, c'est une société familiale suisse de 4e génération qui est toujours détenue à hauteur de 43% par les descendants du fondateur. Donc c'est une société d'une taille relativement importante, avec une capitalisation boursière proche de 27 milliards de francs suisses, un chiffre d'affaires de 11,5 milliards de francs suisses, et elle figure parmi les 4 principaux acteurs du secteur, avec une part de marché estimée de l'ordre de 13%, aux côtés de l'américain Otis, qui est très connu, du finlandais Kone et de l'allemand TK Elevators. C'est une société qui fabrique des ascenseurs, des escalators et des tapis roulants et qui bénéficie d'une très forte récurrence sur la maintenance de la base installée, qui représente plus de 60% des ventes, ainsi que d'importantes barrières à l'entrée sur les nouvelles installations qui représentent donc 40% des ventes. Donc c'est une société qui correspond pleinement à l'ADN du UFF Dynastie Familiale, avec une très forte solidité financière. Il y a plus de 3,5 milliards de francs suisses de liquidités disponibles. Il y a une société avec une très forte réputation, une très grande diversité géographique qui est présente sur les 3 grands continents et qui a un profil équilibré et peu risqué. Donc voilà, vraiment un excellent fonds de portefeuille pour UFF Dynastie Familiale. Merci beaucoup Charles. Merci Angelina. C'est la fin de notre podcast et merci à tous et à toutes pour votre écoute. L'équipe de Gestion Myria et moi-même sommes ravis de vous partager la vision de Myria au travers de ces podcasts. On se retrouve début 2025 pour débuter cette nouvelle année ensemble. Bonne fête de fin d'année à tous, à bientôt. Ce podcast ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement de quelque instrument financier que ce soit. Les références à des valeurs mobilières spécifiques et à leurs émetteurs sont dans un but unique d'illustration et ne doivent pas être interprétées comme des recommandations d'achat ou de vente de ces valeurs. Les analyses mentionnées dans ce podcast représentent le point de vue de Myria Asset Management quant aux tendances des marchés financiers qui sont fondées sur les conditions actuelles de ces marchés. Elles sont émises à la date d'enregistrement et sont susceptibles d'évoluer. Toute souscription ne peut être effectuée qu'après la lecture de l'ensemble de la documentation réglementaire des fonds tenue en permanence sur notre site internet qui détaille notamment les principaux risques de l'investissement,
la durée de placement recommandée et les frais appliqués. L'écoute de ce podcast ne vous dispense pas de consulter vos propres conseils afin de vous permettre de vous forger une opinion sur l'adéquation du produit à vos objectifs d'investissement et votre situation. Et enfin, les performances passées ne préjugent pas les performances futures.